Pour promouvoir les exportations et améliorer la valeur des produits, les entreprises investissent dans une transformation en profondeur. Le Vietnam promeut des réglementations et des politiques plus ouvertes pour attirer les cinéastes étrangers. Depuis des centaines d'années, les habitants du village de Dik Yên à Đồng Tháp conservent et développent le métier de tissage de nattes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'occasion du Nouvel An lunaire Bun Pimay du Laos et Choi Chonam Thmay du Cambodge, le secrétaire général du PCV, Nguyễn Phú Trọng, a envoyé des lettres et des paniers de fleurs de félicitations à Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire Lao, président du Laos, et à M. Hun Sen, président du Parti populaire cambodgien, président du Sénat du Royaume du Cambodge. Le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de publier un télégramme sur des solutions pour gérer la croissance du crédit en 2024. La croissance du crédit jusqu'en mars et au premier trimestre de cette année n'a atteint qu'environ 0,9%. Le Premier ministre a demandé à la Banque d'État du Vietnam de présider et de coordonner avec les agences compétentes pour surveiller de près la situation économique mondiale et nationale et gérer la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace. Le Premier ministre a aussi demandé à la Banque d'État d'ordonner aux établissements de crédit de divulguer publiquement les taux d'intérêt des prêts et de déployer des programmes de crédit avant le 10 avril. Toute organisation qui ne s'y coordonne pas sera sévèrement sanctionnée. Il est nécessaire de promouvoir et de renforcer l'inspection, l'examen et la surveillance stricte de l'octroi de crédit par les établissements de crédit. Selon la Banque d'État de la succursale de Ho Chi Minh Ville, en mars, le crédit de Ho Chi Minh Ville a augmenté de 0,5% par rapport au mois précédent. Depuis le début de l'année de 2023, l'économie de Ho Chi Minh Ville a connu une croissance impressionnante. Le secteur manufacturier et commercial se sont développés, stimulant la demande de capitaux et la croissance du crédit. La structure du crédit et les encours de prêts dans les secteurs de l'industrie manufacturière, du commerce et des services représentent toujours la proportion la plus élevée. Au premier trimestre, le produit régional brut de Ho Chi Minh Ville a augmenté de plus de 6,5%, soit le niveau le plus élevé des 5 dernières années. Ces derniers mois, le prix du poivre n'a cessé d'augmenter en raison de l'offre limitée sur le marché. Actuellement, le prix moyen du poivre des hauts plateaux du centre et du sud varie entre 92 et 95 000 dong le kilo. Rien qu'en mars, les prix du poivre au Vietnam sont passés de 500 à 2000 Vietnam dong le kilo. Selon l'Association vietnamienne du poivre et des épices, la forte augmentation du prix du poivre est due à la pénurie de stock. Le marché américain a fait preuve d'une forte consommation inattendue au cours des 3 derniers mois. De plus, la saison des récoltes est tardive à Đắk Nông, provoquant une pénurie temporaire d'approvisionnement. Au cours des premiers mois de l'année, le bon nombre de principaux produits agricoles d'exportation du Vietnam ont retrouvé leur dynamique de croissance. Mais pour augmenter la valeur des commandes, les entreprises intensifient leur investissement dans la transformation en profondeur des produits agricoles. Cela contribue non seulement à renforcer la marque, mais crée également un avantage concurrentiel pour les produits agricoles du pays. Les ouvriers de cette entreprise se hâtent de préparer 4 commandes de cannelle, d'anis et de poivre destinées à l'exportation vers l'Inde et l'Europe. Nos commandes avec nos partenaires européens sont déjà pleines jusqu'en septembre. Pour répondre à toutes les commandes, nous avons un plan de collecte précoce des matières premières. La récolte de cannelle s'effectue d'avril à juin, celle de poivre de mars à avril.
Cette année, la stratégie de nombreuses entreprises consiste à investir dans la transformation des produits agricoles pour accroître leur compétitivité. Et se concentre également sur le développement de zones de culture de produits agricoles de haute qualité afin d'améliorer la chaîne de valeur de l'industrie des épices. Nous poursuivons toujours une stratégie de développement durable. Nous coopérons avec les agriculteurs de certaines localités. Nous leur fournissons des plants. À partir de là, nous pouvons développer des zones de matières premières de qualité. En 2023, les exportations vietnamiennes de poivre ont atteint plus de 264 000 tonnes pour une valeur de 905 millions de dollars. Cela représente une hausse de 13,5% en volume, mais une diminution de 8% en valeur. Par conséquent, pour augmenter la valeur du chiffre d'affaires à l'exportation, non seulement pour le poivre, mais aussi pour les autres produits agricoles, il est nécessaire d'accroître la transformation en profondeur. Actuellement, le Vietnam exporte principalement des produits agricoles bruts. Les entreprises doivent donc promouvoir la transformation pour augmenter la valeur des produits. Cette année, le Vietnam vise un chiffre d'affaires à l'exportation de produits agricoles, forestiers et aquatiques de 54 à 55 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, le secteur agricole doit se concentrer davantage sur l'investissement dans la transformation en profondeur afin d'améliorer sa compétitivité et de créer des produits de qualité à haute valeur ajoutée. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé le 3 avril une conférence visant à aborder la situation socio-économique du mois de mars et du premier trimestre. Le chef du gouvernement a déclaré que la situation socio-économique continuait à changer de manière positive. Au premier trimestre, le PIB a enregistré une croissance de 5,66%, soit un record depuis 2020. La macroéconomie est demeurée stable, l'inflation a été maîtrisée et les grands équilibres ont été maintenus. Cependant, pour atteindre l'objectif d'une croissance de 6,5% cette année, les services compétents devront améliorer l'environnement des affaires, garantir la macroéconomie et rendre transparent le marché immobilier et celui des capitaux. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le 4 avril à Hanoï l'ambassadeur de France Olivier Brochet à l'occasion de sa prise de fonction au Vietnam. Le chef du gouvernement a invité les deux parties à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, à renforcer leur coopération économique et commerciale et à inciter les entreprises françaises à investir davantage au Vietnam, notamment dans des secteurs tels que les hautes technologies, la transition numérique et la transition vers une économie circulaire. Par ailleurs, il a demandé à la France de plaider auprès de la Commission européenne pour la levée rapide du carton jaune imposé contre les fruits de mer vietnamiens. Pour sa part, Olivier Brochet a affirmé qu'il ferait de son mieux pour promouvoir des relations de plus en plus efficaces entre les deux pays. Les 1er et 2 avril, le comité permanent de l'Assemblée nationale a tenu une réunion thématique sur la construction des lois sous l'égide de son président Vương Đình Huệ.
Les députés ont donné leurs avis sur les projets de loi qui devraient être soumis à la 7e session parlementaire. Il s'agit notamment de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains modifiés, de la loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien modifiés, et de la loi sur les syndicats modifiés. En outre, les élus ont examiné le projet de résolution concernant les postes de députés permanents et de fonctionnaires gérés par le comité permanent de l'Assemblée nationale. Le Programme des Nations Unies pour le développement a publié mardi 2 avril son rapport sur l'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique des provinces vietnamiennes, PAPI. Ce rapport a été construit sur la base d'un questionnaire posé à près de 20 000 personnes sélectionnées aléatoirement dans tout le pays. Selon ce rapport, en 2023, les citoyens ont notamment évalué favorablement l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption et de la gouvernance électronique, mais jugent moins satisfaisante l'efficacité de la transparence et de la communication dans la prise de décision au niveau local. La situation économique du Vietnam et les conditions économiques des ménages étaient les principales préoccupations des citoyens au cours de l'année écoulée. Le 3 avril, un séisme d'une magnitude de 7,2 s'est produit à Taïwan, Chine. Il s'agit du séisme le plus violent survenu sur cette île au cours des 25 dernières années. Selon les autorités locales, 10 personnes ont été confirmées mortes et plus de 900 autres blessées. Le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei a confirmé qu'aucune victime vietnamienne n'a été signalée à la suite de ce puissant séisme. Les missions diplomatiques vietnamiennes suivent attentivement l'évolution de la situation, maintiennent une communication constante avec les leaders communautaires vietnamiens et se tiennent prêtes à mettre en œuvre les mesures de protection si nécessaires. Le prix du café vietnamien est sur le point d'approcher les 100 millions de dong le kilo, soit un sommet historique pour l'industrie du café du pays. Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao, au premier trimestre de cette année, le Vietnam a exporté environ 600 000 tonnes de café, atteignant un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars. Il s'agit d'une hausse de plus de 3% en quantité et de près de 55% en chiffre d'affaires. Le prix à l'export augmente, mais la quantité de café vietnamien s'épuise et la quantité de café exporté au cours de la campagne 2023-2024 pourrait diminuer de 20% par rapport à la saison précédente. Au cours de la semaine écoulée, les provinces du Nord et du Centre subissent déjà une vague de chaleur avec de nombreux endroits enregistrant des températures maximales allant jusqu'à 40 degrés Celsius. Cette canicule est considérée comme inhabituelle car il arrive plus d'un mois et demi plus tôt que prévu en raison de l'impact du phénomène El Niño. Pendant ce temps, la région sud connaît également des températures élevées comprises entre 35 et 37 degrés Celsius. Face à cette situation, le Premier ministre Phạm Minh Chính a promulgué la directive numéro 11 sur le renforcement de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la chaleur, la sécheresse, le manque d'eau et la salinisation. Le risque d'incendie de forêt est susceptible de se produire dans les provinces de Điện Biên, Sơn La, du centre méridional, des hauts plateaux du centre et du sud. Selon le département des protections des forêts, à Điện Biên et Sơn La, il y a 13 points d'alerte aux incendies de forêt de niveau 4, niveau dangereux. Les provinces du centre méridional, des hauts plateaux du centre et du sud ont 135 points d'alerte aux incendies de forêt de niveau 4. Le niveau d'alerte incendie 5, niveau extrêmement dangereux, compte 97 points dans les hauts plateaux du centre et le sud. Dans la soirée du 4 avril, le Premier ministre a tout de suite publié un télégramme demandant de renforcer les mesures urgentes de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Dans la province de Sóc Trăng, la saison sèche prolongée associée à l'intrusion d'eau salée dans les rivières et les canaux fait courir le risque de pénurie d'eau pour de nombreux ménages dans les régions reculées. Les autorités locales de ces zones vulnérables ont lancé diverses mesures avec un fort engagement à assurer un approvisionnement adéquat en eau.
La famille de Jiang est l'une des bénéficiaires de ce projet de pipeline de 2300 mètres. Après des années d'attente, elle a désormais accès à de l'eau potable pour ses besoins quotidiens grâce à un système de distribution d'eau centralisé. Auparavant, elle dépendait de l'eau de la rivière, qui nécessitait un traitement pour le bain et la lessive. L'eau potable provenait de l'eau de pluie ou de l'eau en bouteille. Je suis très heureuse. Nous nous précipitons tous pour nous inscrire à ce projet. Nous ne devons plus utiliser l'eau de la rivière, qui est désormais remplie de sel. Certaines communes de la province de Sotchan manquent de conduites d'eau en raison de leur éloignement et de leur faible population, et la situation est aggravée du fait des ressources d'investissement limitées. Pour résoudre ce problème, les autorités locales encouragent la mobilisation des ressources sociales pour financer des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le Centre provincial pour l'eau potable et l'assainissement de l'environnement rural supervise actuellement 141 projets centralisés d'approvisionnement en eau, qui servent près de 143 000 foyers ruraux. En cas d'urgence, l'eau sera acheminée d'une zone à l'autre. Si la situation s'aggrave, nous déploierons des camions-citernes pour fournir de l'eau gratuitement. La province de Sotchan oriente ses efforts vers des investissements massifs dans plus de 30 000 mètres de pipeline. Les prévisions suggèrent que l'intrusion d'eau salée et la sécheresse devraient persister jusqu'en mai. Par conséquent, outre les initiatives locales, les efforts de collaboration de la communauté sont essentiels pour promouvoir les pratiques de conservation de l'eau pendant la saison sèche. Coopérer dans la production et attirer des équipes de tournage étrangères est un moyen d'aider le cinéma vietnamien à s'intégrer sur la scène internationale et à promouvoir le pays, favorisant ainsi le tourisme et le développement économique du pays. Actuellement, le Vietnam considère la coopération dans la production cinématographique comme un domaine prioritaire. Ces dernières années, le pays a adopté une politique plus ouverte pour attirer les cinéastes internationaux. Mais certaines politiques ne sont toujours pas suffisamment attractives pour inciter les cinéastes étrangers à exploiter le potentiel et les atouts du Vietnam. Ce sont les dernières scènes du film Don't Cry Butterfly tourné à Ho Chi Minh Ville. Ce projet a été réalisé par une jeune productrice singapourienne, Si En Tan. Le Vietnam est un pays très diversifié tant sur le plan culturel que naturel. J'aime beaucoup le Vietnam, mais ce n'est qu'à la fin de l'année dernière que j'ai choisi de faire un long film ici car la censure des scénarios a été assouplie. Nous n'avons plus besoin de revoir le script en détail, mais seulement de revoir le contenu principal. Grâce à des mécanismes plus ouverts aux équipes de tournage internationales, le réalisateur mongol Amga a décidé de choisir le Vietnam pour le tournage de son prochain projet. Je communique souvent avec une société intermédiaire au Vietnam. Elle m'aide à trouver des acteurs locaux, à présenter des décors adaptés et à s'occuper de la logistique pour l'équipe de tournage. Récemment, le Vietnam est devenu un lieu privilégié pour de nombreuses équipes de tournage étrangères. Parmi eux figurent des films célèbres comme School Island ou A Tourist Guide to Love. Cependant, ce chiffre n'est pas à la hauteur du potentiel. Dans d'autres pays, il n'y a pas autant de beaux paysages ni de ressources humaines aussi abondantes qu'au Vietnam, mais ils attirent néanmoins de nombreuses équipes de tournage. Celles-ci bénéficient d'incitations à la production cinématographique sous forme de remboursement et de frais. La Thaïlande accorde un remboursement d'impôts de 15% aux équipes de tournage internationales. Le Vietnam dispose déjà d'une loi mais doit proposer des incitations plus claires. L'Association vietnamienne pour la promotion du développement du cinéma complète l'indice PAI avec 5 critères. Soutien financier, soutien à l'information, soutien sur le terrain, soutien aux procédures juridiques et infrastructures pour évaluer l'attractivité de chaque localité. Si les incitations restent toujours sur le papier, les avantages du pays resteront à jamais potentiels. Depuis plus de 100 ans, transmis de génération en génération, le tissage de nattes est devenu un métier traditionnel du village de Dien dans la province de Đồng Tháp.
Au fil du temps, ce métier de tissage de nattes a été préservé et développé par les habitants. En 2013, il a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Et actuellement, il existe de nombreux produits de nattes de différentes tailles et motifs, mais celles du village de Điện Yên restent les plus populaires. Ce métier traditionnel est la principale source de revenus pour de nombreux ménages et contribue à améliorer la vie des populations rurales. Situé à côté de la rivière Hậu, le village de Điện Yên est célèbre pour son métier de tissage de nattes depuis plus de 100 ans. Bien qu'ils exercent cette profession depuis de nombreuses années, personne ne sait depuis quand le tissage de nattes a commencé. Ce métier s'est transmis de génération en génération. J'ai appris à tisser des nattes auprès de ma grand-mère. Elle m'a appris à tricoter et tisser des nattes à la main. Je l'ai beaucoup fait donc j'y suis habituée. Dans ce village, chaque famille tisse des nattes. Nous en avons de nombreux types différents tels que des nattes en coton et des nattes blanches ou colorées. J'exerce ce métier depuis plus de 50 ans. Le tissage à la main est la méthode traditionnelle. La famille de M. Huỳnh Văn Chiến est l'une des rares familles à le faire encore à la main. Cette méthode nécessite la collaboration de 2 personnes. Les nattes sont produites en plusieurs étapes. Le fabricant doit être extrêmement méticuleux et prudent, du choix des matières premières à la teinture pour obtenir la couleur souhaitée, puis au séchage. En moyenne, nous fabriquons environ 2 à 3 pièces par jour. Nous tissons des nattes tous les jours. Rester assis longtemps nous fait mal aux genoux. Au fil du temps, de nombreux ménages comme celui de Madame Trần Thị Mạnh sont passés du tissage des nattes à la main au tissage à la machine. Cela contribue à augmenter considérablement la productivité. Le tissage à la main produit très peu de nattes. Mais le tissage mécanique permet d'augmenter la productivité de plus de 4 fois. Grâce à la technologie de tissage de nattes à la machine, de nombreuses usines de tissage de nattes ont vu le jour. Cet endroit fournit des nattes à de nombreuses provinces et villes à travers le pays, même à l'étranger. Nous transportons les nattes par camion et les vendons partout, même en Chine. Les tapis sont très pratiques à utiliser, donc que ce soit à la maison ou au bureau, vous pouvez les utiliser. Leur durée de vie est également très longue, 10 ans sans problème. Pour avoir une bonne natte, la qualité du carex joue un rôle très important. Avant, le village de Điện Yên possédait une zone de plantation de carex. Mais en raison des changements de terrain, le champ de carex n'existe plus. Il est désormais importé d'autres endroits. J'habite à Vinlong, mais je suis venu ici pour vendre du carex. Il me faut environ 5 à 7 jours pour vendre tous ces produits. Je vends du carex depuis 40 ans. C'est dans cette rivière que les matières premières sont transportées jusqu'au village de Điện Yên. Et c'est aussi d'ici que les nattes de ce village sont vendues dans tout le pays. Autrefois, les nattes étaient transportées par de grands bateaux et livrées dans toutes les provinces et pays voisins. Jusqu'à présent, les activités commerciales fluviales ont toujours lieu. Des vendeurs de carex comme M. Thi apportent aussi les nattes de Điện Yên vers d'autres lieux. J'ai apporté des nattes Điện Yên pour les vendre aux petits commerçants de ma ville natale. Les tapis ici sont beaux et très durables. Les artisans locaux savent teindre le carex de plusieurs couleurs. Au fil du temps, la production de nattes colorées devient progressivement plus populaire. Après teinture, le carex est mis à sécher. C'est le moment où le village de Điện Yên devient vibrant de couleurs.
Ce travail n'est pas si pénible et apporte une stabilité économique à ma famille. Je ne veux pas exercer d'autre travail ni devoir quitter ma ville natale. Chaque maison du village possède une machine à tisser des nattes. Nous sommes heureux, car les nattes sont vendues et expédiées dans de nombreux endroits. Malgré de nombreux hauts et bas, les habitants du village de Dien conservent et développent encore le métier de tissage de nattes de leurs ancêtres. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.